Bonjour. Bonjour Magali. Ça va? Et vous? Ouais, très bien, merci. Magali Berda, fondatrice de l'agence Shona Event et pionnière du marketing d'influence en France, a révolutionné le marché des influenceurs. Sa présence sur les réseaux sociaux et un style de vie glamour ont fait d'elle une figure emblématique suivie par des millions d'abonnés au point d'être sollicitée par le gouvernement français pour un conseil d'image. Si elle a également fait l'objet de critiques concernant des pratiques commerciales controversées, elle n'a pas dit son dernier mot et entend réinventer les pratiques des influenceurs plus responsables et éco-responsables. Bienvenue dans le déclic. Quel a été votre déclic en écologie? Alors mon déclic en écologie, c'est Hugo Clément. Bizarrement, parce qu'on n'est pas très amis, lui et moi. On s'est plusieurs fois un peu accrochés sur les réseaux sociaux, ça a été très très tendu. Et il m'a souvent clashé d'ailleurs. Quelque part, je l'ai connu comme ça, du coup. Et j'ai regardé son compte. Et sur son compte, j'ai découvert des vidéos. Il fait des reportages qui sont poignants et qui, du coup, m'ont apporté certains déclics sur plein de sujets d'écologie. Et j'aime beaucoup regarder ce qu'il fait. On a envie d'en savoir plus. Donc sur vous, j'ai un petit quiz de 4-5 questions. Okay. Qu'est-ce que vous rêviez de devenir quand vous étiez enfant? Je voulais devenir juge aux affaires matrimoniales. Je suis enfant de divorcé, peut-être que ça m'a traumatisée quand j'étais petite, ça m'a travaillé. Et je voulais devenir juge pour les affaires matrimoniales. Est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier geste écolo? Éteindre les lumières. Ouais. Ma grand-mère m'a toujours appris à éteindre les lumières et m'a toujours dit que ça servait à rien et de laisser les robinets ouverts et laisser les lumières allumées. Donc toujours éteindre les robinets et toujours éteindre les lumières. Et à contrario, est-ce que vous avez un petit péché en écologie? Les poubelles. J'ai du mal à faire le tri. D'accord. Mais en fait, j'ai du mal à faire le tri parce que j'arrive pas trop, des fois, à comprendre où ça va. Donc, je me trompe. Voilà. Est-ce qu'il y a un accomplissement, quelque chose dont vous êtes particulièrement fier? Là-dessus, je dirais l'éducation que j'ai pu donner à mes filles sur tous ces problèmes écologiques et donc ce que m'a enseigné ma grand-mère. Pareil, éteindre les lumières. Alors, c'est pas grand-chose, mais si tout le monde fait un petit peu et tout le monde fait un petit geste, ça fait beaucoup. Donc c'est tout ça, à mes filles, leur apprendre à pas jeter les choses par terre, à rejeter dans les poubelles, pas laisser... Transmettre quelque part. Voilà, ça c'est... exactement, c'est très important pour moi. Est-ce qu'il y a une loi, un grand projet, quelque chose dont vous auriez aimé être la mère? Tout ce qui touche les réseaux sociaux, c'est-à-dire tant les réglementations des influenceurs que le cyberharcèlement, c'est deux sujets complètement différents, mais qui sont pour moi très importants. Et quelque chose dont vous avez un sentiment d'inachevé? On va dire que je suis en plein dedans. Voilà, je suis en train de développer beaucoup de choses. Avec tout ce qui s'est passé cette année, on m'a pas mal coupé l'herbe sous le pied. Donc je suis dans cette phase où je me dis il y a quelque chose à faire. Là, j'ai pas terminé, donc je cogite beaucoup. Vous avez une ambition pour demain? Une ambition, déjà retrouver une vie normale, parce que les réseaux sociaux, comme vous le savez, c'est très compliqué pour moi. Donc retrouver une vie normale, je dirais. En fait, l'ambition pour moi, c'est de pouvoir vivre en liberté sur les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux, c'est un monde comme le monde réel, mais sans être harcelé. Alors, c'est pour les gens peut-être quelque chose d'un peu léger, mais pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment une ambition. Alors justement, vous êtes une pionnière dans le monde des réseaux sociaux, de l'influence. Est-ce que c'est justement ça que vous payez aujourd'hui? Je pense que je paye plusieurs prix à la fois. Je paye le prix d'être d'avoir eu une place, peut-être, comme vous le dites, je ne sais pas. J'ai pas cette prétention pour juger ça moi-même, mais c'est ce qu'on me dit, donc je réponds à ça. Ensuite, d'être une femme, d'avoir monté un business qui a pris une ampleur quand même pas incroyable, et d'être une femme, d'être de confession juive en même temps, d'être un peu avant-gardiste, d'être un peu à l'américaine, parce que moi je vis vraiment à l'américaine, et je pense que tout ça, tout ce mélange-là, d'être maman et en même temps de vivre sur ce monde des réseaux sociaux, tout ça c'est pas encore
très acceptable en France. Vous avez une vie justement qui est très riche. Comment vous avez vécu le complément d'enquête et les critiques et l'exposition médiatique que vous avez pu avoir, les différentes attaques? Comment vous le vivez au quotidien? En fait, il y a deux choses pour moi. J'essaie de différencier les critiques et le harcèlement. Les critiques, pour moi, c'est normal, ça fait partie de ma vie, de mon choix de vie, donc je ne peux pas m'en plaindre. Et c'est toujours très bon aussi. Les critiques, des fois, ça peut être constructif et ça m'aide à évoluer, à grandir. Et puis, il y a le côté harcèlement, où là, c'est très difficile à vivre, où j'ai eu une année qui a été extrêmement compliquée. Et je me dis que si j'ai vécu ça moi, personnellement, si ça m'est arrivé à moi, c'est que ça doit servir à quelque chose. Donc c'est que j'ai un rôle à jouer dans tout ça. Vous avez été écouté par les pouvoirs publics, justement, avec un projet de loi pour réguler les influenceurs, le monde de l'influence digitale. Est-ce que votre avis a été pris en compte? Est-ce que vous avez été entendu? Alors oui, j'ai été entendue, bien sûr, à plusieurs reprises, par des gens très courageux, comme au Sénat, par exemple, et puis par des gens plutôt lâches, dans d'autres endroits. Et voilà, je vais pas... Mais qui m'ont reçu, qui m'ont écouté, mais qui voulaient le faire en cachette, parce qu'il y avait des polémiques, parce qu'il y avait du harcèlement, donc ils ne voulaient pas prendre une vague de harcèlement. Mais j'estime que quand on est politique, eh bien, on doit être préparé à ça, et on doit défendre les gens, et on ne doit pas... on ne peut pas céder aux pressions de harceleurs quand on est dans une position avec une place en politique. Mais voilà. Justement, l'État légifère aujourd'hui sur le statut des influenceurs. Comment justement on peut réguler en préservant un modèle économique? Oui, je pense que ce qui s'est passé en France, ça ne s'est passé nulle part ailleurs. Personne n'a jamais toléré ça dans aucun pays. Pourtant, il y a eu des sanctions bien plus graves dans certains pays sur certaines influenceuses, dont une des Kardashian qui a eu une condamnation, je ne sais plus, je crois que c'était $200 000 ou même plus, je ne sais plus exactement. Mais voilà, c'est parce que c'est un métier qui se crée, c'est des choses qu'on apprend. Et comme quand la télé s'est lancée, la publicité en télé s'est lancée, il y a eu des erreurs de fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est régulé à la RPP. Donc, c'est l'autorité qui régule la publicité en France. La pub chez les influenceurs n'est pas encore régulée. Donc, il faut laisser le temps de faire les choses. Mais l'acharnement qu'il y a eu aujourd'hui en France sur les influenceurs, pour moi, c'est quelque chose d'inacceptable. Les politiques aussi en sont responsables parce que certains ont surfé sur ce buzz pour se faire connaître. Et c'est ça qui est malsain. Parce qu'au milieu de tout ça, il y a des humains qui sont les influenceurs, qui sont aussi les consommateurs. C'est très bien de légiférer, c'est quelque chose qu'il fallait faire. Mais je pense qu'on aurait pu le faire sans sacrifier des êtres humains, tout simplement. Est-ce qu'on pouvait imaginer que la situation ne nous échappe pas à ce point? Est-ce qu'il y avait probablement des choses à faire avant? Bien sûr. Moi, j'avais moi-même, je l'ai dit à plusieurs reprises, envoyé des messages à Bruno Le Maire en signalant qu'il y avait des dérives et en demandant de l'aide. C'est-à-dire que je n'ai pas eu peur de dire à un moment donné à Bruno Le Maire, on a besoin d'aide. Est-ce qu'on peut se rencontrer? On a beaucoup d'idées, mais on peut pas. Il faut nous aider à les mettre en place. Mais est-ce qu'il n'y a pas une erreur collective quelque part? Bien sûr. Dans la tournure dont les choses ont... Complètement. Et je pense que ça a arrangé tout le monde, que ça me retombe dessus. On va pas se mentir. Évidemment qu'il y a une. Mais je pense que les gens commencent à le comprendre et que ça commence à être de plus en plus clair. Donc bien sûr qu'il y a une erreur collective de la part de beaucoup de monde, de beaucoup de politiques, de tout le monde. Voilà. Mais quand ça tombe sur une seule personne, ça évite qu'on ait les yeux sur les autres. Si vous pourriez revenir en arrière, est-ce que vous le feriez? Sur certaines choses, peut-être. Vous referez le même parcours? Je referai le même parcours parce que j'estime que mon parcours, il a été constructif et qu'il a quand même apporté beaucoup de choses à beaucoup de monde. Et il ne faut pas cracher dans la soupe, c'est pas beau de faire ça. J'ai fait du mieux que je pouvais avec les moyens que j'avais. Et j'ai fait appel à l'aide quand j'ai senti qu'il fallait le faire. On ne m'a pas écouté, ça c'est différent. Et je ne suis pas responsable, parce que moi je ne suis pas l'État. Donc c'est pas Magali Berda qui fait des lois. Donc à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Mais je ferai différemment où j'ai beaucoup encaissé, j'ai beaucoup pris sur moi. Et je pense que c'est ça que je ferais différemment. C'est que j'aurais tout de suite dit « Hé les gars, stop, ça c'est pas à moi, ça c'est pas à moi, ça c'est lui, ça c'est lui, et ça c'est lui. » Et en fait j'étais tellement accablée que je me suis un peu pris un mur sur la tête où j'avais même pas la force de m'expliquer et de me défendre, alors que finalement j'aurais pu le faire tout de suite. Pour justement faire évoluer les choses, dans la sélection de vos influenceurs au travers de votre agence, est-ce qu'il y a des critères ou des valeurs demain que vous allez sélectionner et qui seront peut-être différentes de celles d'hier? Bien sûr. Alors du coup, j'ai créé la FIC, qui est une fédération d'influenceurs et de créateurs de contenu, alors qui n'a rien à voir avec la société Shona Evans, c'est vraiment quelque chose à part. C'est un syndicat. Voilà. Et on va faire adhérer des influenceurs.
on est en train de rédiger une charte de bonne conduite, d'engagement, et on va leur faire signer et on va leur demander de la respecter. Et s'ils ne la respectent pas, eh bien, ils seront exclus du syndicat. Et au niveau des marques et des sites partenaires, est-ce qu'il y a aussi des choses que vous ne souhaitez plus mettre en avant? Est-ce que vous avez travaillé sur des grilles de sélection, des critères? Ça, on l'a fait depuis longtemps, nous, chez Shona Evans. Depuis 2019, on avait déjà mis en place des grilles. Donc, on n'a pas attendu 2022. Depuis 2019, on a commencé à être beaucoup plus vigilant, à embaucher des services juridiques, à créer des grilles, à dire ça oui, ok, ça non, ça il ne faut pas le faire, c'est touchy, à téléphoner à la RPP, l'autorité qui régule la pub, pour leur demander est-ce que ça on a le droit, est-ce que ça on n'a pas le droit. Ok, ils nous ont dit par exemple, un petit exemple, la cigarette électronique, ils nous ont dit il ne faut pas le faire. Et à ce jour, Shona Evans n'a jamais fait de promotion pour la cigarette électronique parce que la RPP nous l'a dit. En fait, nous, on est preneurs des bonnes... Voilà, mais il a fallu du temps pour mettre tout ça en place. On savait, moi, quand j'ai créé Shona Evans, déjà, je l'ai toujours dit, je ne savais même pas que ça allait faire autant de... qu'on allait monter ce business, voilà, que ça allait prendre autant d'ampleur. Donc j'ai vite été dépassée, mais je l'ai dit aussi, c'est pour ça que j'ai vendu cette société, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai vendu cette société en 2018. Donc j'étais plus propriétaire de cette société depuis 2018 quand même. Et ça, tout le monde l'oublie un petit peu, mais c'est pas grave. Vous aviez confié au journal Le Monde que vous laissiez les combats écologiques ou féministes à ceux qui savent les porter. Tout à fait. Est-ce que vous, justement, dans le monde des influenceurs, vous ne pensez pas que c'est aussi leur rôle aujourd'hui de porter ces combats? Bien sûr. Alors, j'estime que c'est le rôle de la personne qui le fait avec sincérité. Voilà. Je ne suis pas, j'ai pas les compétences pour mener un combat, et c'est ce que j'ai expliqué dans Le Monde, justement, écologique, parce que j'estime, par exemple, qu'un Hugo Clément a les compétences pour le faire. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, et c'est quelqu'un, on voit qu'il est engagé et qui sait donner des conseils, expliquer, alerter, etc. etc. Moi, si je me lance là-dedans et que je donne des mauvais conseils, c'est contre-productif. Donc ça va empirer les choses. Donc je ne me permets pas de donner des conseils sur quelque chose que je ne sais pas vraiment porter. Je préfère écouter, moi, les conseils et essayer de les reproduire, essayer d'écouter, par exemple, un Hugo Clément et de mettre en application ce qu'il dit, parce que lui, il est crédible là-dedans. Et moi, je vais essayer de porter ses actions à lui. Même si on n'est pas amis du tout. c'est dingue hein, que je parle de lui aujourd'hui, mais c'est une vérité. Voilà. Ou sur les féministes, par exemple, il y a des féministes qui sont super... elles sont extraordinaires. Moi, je suis admirative de tout ça. Et j'estime que chacun... Moi, dans le cyberharcèlement aujourd'hui, je pense qu'avec le parcours que j'ai, l'expérience que j'ai, malheureusement, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Donc, personne ne peut remettre en question ce dont je vais parler à ce sujet-là. Donc, je peux porter ce sujet. Voilà. Donc on se voile la face quelque part à aussi peut-être se tourner vers des influenceurs qui nous incitent à toujours acheter, à aller plus loin, à consommer. Est-ce que quelque part ils ne sont pas aux antipodes des valeurs de l'écologie? Non, parce que c'est pas parce que vous savez, pour moi, tout est lié. Aujourd'hui, ce qu'on fait nous, c'est juste du 2.0. Ça existait avant avec, par exemple, le téléachat. Ça existait avant avec plein d'autres émissions à l'ancienne. Aujourd'hui, c'est juste modernisé. Donc on n'a jamais tapé sur téléachat. Voilà, c'est de la consommation. Il faut faire vivre un pays aussi. C'est bien de créer de l'économie. C'est aussi important de créer de l'économie. C'est pas parce que vous achetez un produit que vous êtes anti-écologie. Pas du tout. Peut-être que les influenceurs, peut-être qu'effectivement, on doit faire plus attention à ce qu'on dit parce que ça a un impact que certains ne maîtrisaient pas avant. On n'avait pas conscience peut-être de l'impact que ça a. En parlant de maîtrise des sujets, dans un des derniers rapports du GIEC, les experts pensent que les influenceurs ont un véritable rôle à jouer. Est-ce qu'on ne doit pas les former à ces nouveaux sujets? C'est exactement ce que je vous disais, c'est exactement ça. Je pense que quand on forme les gens, il y a des gens qui sont preneurs de plein de choses. Un influenceur, c'est quelqu'un qui peut avoir 18 ans comme 90 ans. C'est quelqu'un qui peut avoir un bac plus 10 comme un rien du tout. Et c'est ça qui est beau dans l'influence, c'est qu'il y a une diversité qui est incroyable et vous pouvez avoir des fans, vous pouvez avoir des millions de gens qui vous suivent alors que vous n'avez pas d'études supérieures et que vous êtes... Enfin voilà, et c'est ça qui est beau aujourd'hui dans ce métier-là. Et vous pouvez être un super influenceur et être plus cultivé dans certaines choses. Donc, je pense que certains ont juste besoin d'avoir une formation, ils ont envie d'apprendre
Ils ont envie d'avoir une bonne conduite, ils ont envie de plein de choses. Il faut arrêter de les diaboliser à chaque fois. Et moi, je le vois dans mon quotidien, dans mon travail, où... alors oui, bien sûr, vous en avez qui s'en foutent, mais comme dans la vraie vie. Vous avez des gens qui s'en foutent complètement. Vous avez des gens qui marchent dans la rue, qui jettent leurs papiers par terre et ils s'en tapent. Et vous avez des influenceurs, ça sera pareil. Mais vous en avez à qui vous allez dire attention, les papiers, il faut les jeter dans la poubelle parce que ça protégera. Eh bien, les influenceurs, c'est pareil. Attention, faites ça. Et ils le feront. Mais justement, au travers de votre syndicat, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une formation pour les influenceurs pour qu'ils puissent partager avec leur communauté des bonnes pratiques en matière d'écologie, de transition énergétique? Exactement. Nous, c'est ce qu'on va mettre en place. C'est tout un tas de formations faites par des professionnels. Des formations, bien sûr, gratuites. Nous, c'est vraiment pour améliorer le métier dans tout ce qu'on peut donner. On a des avocats qui vont nous aider bénévolement. Voilà, c'est vraiment pour essayer de s'amener tous ensemble vers le haut et de faire les choses mieux. Donc... oui, c'est très important. Une récente étude montre les impacts qui sont absolument gigantesques en matière d'émissions de CO2 pour les influenceurs. Qu'est-ce que vous pensez de ce constat ? Je pense qu'il faut essayer de travailler... Alors, je pense que se restreindre par l'utilisation des réseaux sociaux, de la surmédiatisation, je pense que malheureusement, ça ne... Je ne sais pas, je ne connais pas, je ne suis pas bien placée, mais... Je pense que ça va être difficile de les restreindre. Je pense qu'il faut essayer de les utiliser différemment et de les faire plutôt conseiller les gens, former. Parce que restreindre aujourd'hui Internet, comment on fait? C'est comme si je vous dis... Mais sachant qu'il y a quelque part une surconsommation, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un encadrement dans les posts, par exemple, au quotidien, à poster qu'une seule fois par jour pour justement limiter en fait ces données, ce stockage et sur l'ensemble des réseaux? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous êtes prêt à le défendre avec votre syndicat? Alors, on est prêt à défendre plein de choses à partir du moment où ça sert. Si demain, on vient nous voir et qu'on nous dit, voilà, ça sert vraiment que tous les influenceurs fassent comme ça, et je pense que vous aurez des belles surprises et que beaucoup d'influenceurs feront comme ça. Mais si on ne nous explique pas et que moi personnellement, je parle de mon cas et de certains avec qui je travaille, si on ne comprend pas les choses, si on ne nous explique pas les choses, on a moins de la volonté de faire, on a moins la conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, typiquement, il a été prouvé scientifiquement que les formats de vidéos courts polluent beaucoup moins que les vidéos de 2 heures d'un youtubeur. Est-ce qu'on ne peut pas encadrer? Est-ce qu'on ne peut pas limiter? Bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais si les vidéos format court sont moins dangereuses que les formats longs, je pense que tout le monde peut faire des efforts. C'est pas très compliqué. On peut sortir plusieurs vidéos en plusieurs fois plutôt que d'en sortir une en une fois. Si c'est que ça, je pense que des solutions, tout le monde peut en trouver. Mais encore une fois, il faut alerter un peu plus parce que vous voyez ce que vous venez de me dire, moi je ne savais pas. Est-ce que vous pensez que les communautés, donc ces millions d'abonnés qui suivent les influenceurs, sont prêtes aussi à accepter d'avoir moins de diffusion, moins d'images? Vous savez, je pense que tout est une question d'éducation. Donc si tout le monde restreint un petit peu et donne ça à sa communauté, la communauté... elle acceptera. Et puis en plus, on peut l'expliquer à la communauté. On peut expliquer pourquoi on change la manière de faire, pourquoi on fait. Parce qu'il y a des gens aussi qui vont comprendre et qui, du coup, vont cautionner, qui vont suivre le mouvement. Parce que, donc, tant que c'est transparent, que c'est dit et que c'est expliqué, je pense que les gens, aujourd'hui, ils ont besoin d'explications pour encaisser les choses et apprendre à faire des concessions. Est-ce que vous pensez qu'il y a une tendance qui est en train d'évoluer? Est-ce que vous le ressentez ou pas encore et on est un petit peu trop... Oui, je pense qu'il y a quand même une tendance aujourd'hui au naturel, à l'écologie, à plein de choses. Je pense que, vous savez, Instagram, l'euphorie, c'était vraiment il y a 5-6 ans, ça a été l'euphorie. Avant, ça a été Facebook. Après, ça a été Insta. Et puis Snapchat. Et je pense que tout le monde est allé dans l'euphorie de tout ce qui est arrivé. Voilà, on peut devenir très connu alors que finalement on vient de rien. Donc, justement, d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas plus branché? On voit des nouvelles tendances aussi chez des influenceurs quand on va faire une randonnée en pleine nature plutôt qu'une fête à Ibiza. Quelle approche quel regard vous portez sur ça? Moi, je trouve que les gens sont aujourd'hui beaucoup plus preneurs de ce côté naturel mais il y a 2 ans, c'était l'inverse. Il y a 2-3 ans, les gens étaient plus preneurs. Je pense que le Covid, comme les gens étaient enfermés, le fait de voir la fête à Dubaï, ça a évadé un petit peu les gens, ça les aidait à tenir bon chez eux enfermés et à voir un petit peu des choses qui les... Puis même ou alors, à Dubaï, ils étaient aussi en quarantaine. Mais quand vous êtes chez vous et que vous avez que le téléphone et qu'Internet pour communiquer avec le monde, vous en avez besoin pour survivre. Donc on peut pas. Donc je pense qu'il y a eu une euphorie à ce moment-là.
Maintenant, moi, je le ressens dans le fonctionnement des influenceurs, dans les marques qui travaillent avec nous. Même les marques, ils veulent des gens qui sont naturels. Ils veulent des gens qui sont en connexion avec la nature, qui sont naturels, qui sont vrais, qui sont sincères. Ils veulent plus le bling-bling, le machin, etc. Ça les intéresse pas parce qu'il y a un vrai mouvement aujourd'hui, il y a une vraie mentalité qui évolue. Et c'est bien. Je trouve que on a l'impression que ça a évolué comme ça. Est-ce que justement c'est facile de trouver des talents aujourd'hui ? Oui, c'est facile. En fait, les talents, ils se trouvent un peu tout seuls. Nous, on voit ce qui se passe, on les voit naître. Mais un talent sur les réseaux, donc un influenceur, on peut appeler ça un talent aussi, c'est quelqu'un qui arrive à naître tout seul. Et ça, c'est magique. Parce que personne ne le connaît, il vient de nulle part. Et d'un coup, vous entendez parler de lui. Et il s'est fait tout seul en créant du contenu, en donnant quelque chose à sa communauté, en essayant d'impacter sa communauté, en fédérant les gens tous les jours. Et la communauté grossit. Après, nous, on les repère, on les voit, et c'est parti. Et ça, c'est un vrai talent. Quand les gens disent les influenceurs, c'est la culture du vide, les influenceurs, c'est ça, c'est tellement méchant. Mais c'est pas vrai. Justement, Magali Berda, avec votre emprise, avec votre réseau, comment vous allez contribuer, vous, à lutter justement contre ce réchauffement climatique, à inciter les communautés, les influenceurs à partir sur des sujets plus écologiques ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question ? Je pense qu'il faut qu'il y ait une réconciliation entre... Vous savez, c'est un petit peu, pour moi, ces sujets-là, c'est un petit peu comme la politique. Quand j'ai fait les interviews avec les candidats à la présidentielle, il y avait une rupture entre certains influenceurs qui sont suivis par des millions de jeunes qui eux-mêmes n'avaient pas du tout envie de parler de politique. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'ont pas envie de parler d'écologie parce que ça les barbe, parce qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Et moi, je fais un petit peu le parallèle entre les deux, où je me dis, si on arrivait à avoir des gens, et ça j'en fais appel à vous, des gens qui peuvent parler d'écologie d'une manière drôle, d'une manière efficace, rapide, sincère, qui va parler à ces jeunes, qui va parler aux gens comme moi, qui étaient avant en rupture avec la politique et qui étaient aussi avant en rupture... Enfin voilà, moi je ne suis pas Hugo Clément, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas les compétences. Mais quelque part, si j'avais un petit coup de cœur pour quelqu'un qui parle de ça, qui arrive à m'alerter, qui arrive à me... Je pense qu'il manque de ça aujourd'hui. Oui, pour vous, c'est le bon message au bon endroit. Voilà. Et être en capacité de... Simple, clair, efficace et impactant. Voilà, pas arriver... Moi, j'ai fait à TPMP des débats avec des filles ou des gens qui parlaient d'écologie, qui étaient dans l'agressivité, qui étaient dans le truc, dans machin. C'est pas les bonnes méthodes. Je pense que la bonne méthode, c'est d'expliquer et faire prendre conscience aux gens d'une manière très simple, très fluide et très vraie, avec des images. Et c'est là où c'est joli dans les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je vous disais que ça m'a impacté Hugo Clément, parce que c'est des images. Il n'en faut pas beaucoup. Mais pour des gens comme moi, ça suffit. Mais j'écoute, je regarde. Oui, ça vous sensibilise. Exactement. Il y a un label de l'influence responsable. Qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que vous en dites ? Je pense que c'est bien de faire ça. Après, il y a beaucoup de labels là, qui se créent. Donc, je pense qu'il faudrait que ces labels-là parlent à tout le monde. Le problème aujourd'hui que j'ai avec certains politiques ou labels ou syndicats, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de fonder la FIC, c'est pas parce que tout simplement, les autres vous disent « Ah non, mais nous, on veut pas de vous ». Parce qu'il n'y a pas un syndicat ou un mouvement qui se détache aujourd'hui ? Non, aujourd'hui, c'est... Alors nous, on fait un syndicat, mais on ne veut pas ceux qui sont à Dubaï, on ne veut pas ceux qui sont là, on ne veut pas ceux qui sont télé-réalité, on ne veut pas Shona Evans, on ne veut pas... Non. Pourquoi ? Parce que nous, on doit penser au bien des influenceurs et au bien des consommateurs. Que tu habites à Dubaï ou en France, tu es suivi par des millions de gens qui sont français. Donc, tu dois les former, ces gens-là. C'est pas parce qu'ils sont à Dubaï que tu dois les... Au contraire, c'est eux qu'il faut encore plus sensibiliser, parce que c'est eux qui sont suivis par des millions de gens. Donc, c'est pas l'influenceur à 100 000 abonnés. Il faut le former aussi, évidemment. Mais il faut surtout former celui qui en a 6 millions. Parce que c'est lui qui a un impact aujourd'hui direct. Donc, il faut arrêter de... Et c'est là où moi, j'ai un petit problème avec certains labels. C'est qu'on crée un label, on fait les choses bien. Mais par contre, on décide, avant même de former... de pas former lui. Non, lui, non, il faut réconcilier tout le monde. Et il faut dire, OK, on est tous là pour avancer dans le même sens. On est tous là pour s'apporter quelque chose. Et il faut se réconcilier, quoi. Il faut avancer, les gars. Il faut penser aux gens qui nous suivent.
Il faut penser. Mais justement, quand j'entends tout ce que vous nous dites, comment est-ce que vous avez réfléchi à une stratégie pour redorer l'image de Shawna Evans, des influenceurs, vous savez, votre image? Je m'en fous aujourd'hui de redorer l'image de Shawna Evans. Je me fous royalement de redorer mon image. J'estime que j'ai pas besoin de redorer mon image. J'ai un parcours qui est avec des points forts et des points faibles, comme tous les parcours des gens qui travaillent et qui font quelque chose. Je m'en contrefous de l'image. Mais pourtant, votre image, vous savez qu'elle est importante. Vous avez déjeuné à sa demande avec Gabriel Attal. Oui. Ça prouve que vous avez une image, que vous êtes pionnière dans votre domaine et que vous allez être écoutée, entendue. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils vous ont abandonné? Très clairement, oui. Mais c'est pas grave. Ils se sont servis de vous? Oui, certains. Pas tous. Pas tous. Certains. Mais pourtant, les messages ont été entendus. Mais moi, quand j'y suis allée pour diffuser des beaux messages et j'y suis allée pour faire des belles choses. J'y suis allée pour faire du concret et j'y suis allée pour avancer et évoluer. Donc je m'en contrefous aujourd'hui qu'ils m'aiment ou ils m'aiment pas. C'est-à-dire moi, je sais pourquoi je l'ai fait, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai apporté. Tant pis pour eux. Mais pourtant, pendant la campagne présidentielle, vous avez joué un rôle clé. Vous avez créé une chaîne YouTube, vous avez accompagné des candidats, vous avez mis en avant des idées, des programmes. C'était incroyable. Avec cette trahison, vous n'avez pas envie de poursuivre votre engagement, de vous engager en politique? Alors, m'engager en politique, je crois que je serais trop... Là, je suis trop dans la rébellion psychologique pour m'engager maintenant en politique. Mais j'ai tellement de choses à leur dire parce que pour moi, un politique, c'est quelqu'un qui ne doit pas être lâche. Et il y a un problème aujourd'hui, il y a un vrai problème. À l'issue de tout ce que vous venez de nous dire, de ces enquêtes, de ces turbulences, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Magali Berda, pour la suite? Que les enquêtes aillent vite. Voilà, parce que quand tout ça, ce sera terminé, moi j'ai mon esprit tranquille, je sais ce que j'ai fait, je sais où je vais, je sais qui je suis, je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Et j'oublierai jamais mon parcours. Mon parcours, il a été fait de haut et de bas, et avec des choses bien, des choses moins bien. Mais c'est un parcours. On peut dire ce qu'on veut. Voilà. Et je mets quiconque au défi d'avoir fait le parcours que j'ai pu faire sans vouloir me lancer des fleurs, parce que j'ai fait plein de choses bien, plein de choses pas bien, mais des fois j'ai eu le courage de le faire. Et surtout, j'ai le courage d'assumer ce que je fais. Merci beaucoup, Magali Berda, d'être venue dans notre émission. Avec plaisir.